Bon, bonjour à tous. Euh, Nous allons voir aujourd'hui le rôle de l'orthoptiste dans le parcours cocon. Il serait intéressant de dire en introduction que l'enfant se construit à partir d'un dispositif sensorimoteur responsable de ses interactions avec l'environnement et que le rôle de la vision est majeur dans cette élaboration. On va vous parler du parcours cocon. Diapo suivante. Vous savez ou vous ne savez pas que c'est porté par un article 51 du projet de financement de la sécurité sociale, donc quelque chose qui est à titre expérimental, qui dure jusqu'en 2027. Ça a commencé en septembre 2022, que c'est porté par trois régions, l'Occitanie, PACA et Nouvelle-Aquitaine. Ça s'appelle COCON parce que c'est un parcours de soins précoces coordonnés du nouveau-né vulnérable et a été retenu comme définition de la vulnérabilité néonatale. L'expertise collective de l'INSERM de 2004 qui disait on peut considérer l'ensemble des nouveau-nés hospitalisés en période néonatale comme étant vulnérables. Les références qui sont utilisées sont les références correspondant aux recommandations de l'HAS sur le trouble du neurodéveloppement, le repérage et orientation des enfants à risque. Il y a plusieurs recommandations HAS. La dernière retenue est celle de 2020, que vous pouvez flasher si vous le souhaitez. Pour en avoir la totalité, le parcours Cocon est passé au journal officiel en avril 2022. Suivant. Les modalités d'inclusion dans le parcours cocon sont ces enfants qui ont des difficultés autour de la naissance, un repérage néonatal avec des critères bien définis, prématurité, retard de croissance, pathologie néonatale significative. Pour ceux ou celles qui connaissaient le fonctionnement de PTIMIP, les autres réseaux d'aval, ce sont les mêmes critères d'inclusion. Les critères d'exclusion étant bien évidemment le refus des parents, le déménagement et une prématurité tardive, puisque la sécurité sociale à retirer des indications, la prématurité tardive à plus de 35 semaines. L'information des familles se fait par l'équipe soignante. Euh, à beaucoup d'endroits, on a pu mettre en place une puéricultrice chargée du parcours cocon. Il nous faut l'accord des familles avec une signature de la charte à la fois pour cocon et à la fois pour le système d'information, bien connu en Occitanie, qui s'appelle SPICO. Le renseignement d'un dossier d'inclusion avec l'histoire néonatale, la grossesse, l'accouchement, l'hospitalisation. Et quand on est sur SPICO, on a accès à la totalité des documents concernant l'enfant. Il y a une consultation médicale d'inclusion qui se fait à la sortie de l'enfant, c'est-à-dire une inclusion effective à la date de sortie d'hospitalisation, soit de néonatologie, soit de maternité. Suivant. Voilà, résumé, ce qui est cocon et ce qui n'est pas cocon. Vous voyez qu'on a gardé groupe 1 et groupe 2. Pour les parents, c'est très très difficile d'avoir cette notion-là, d'autant plus que groupe 1 signifie à haut risque de handicap et groupe 2 à moindre risque de handicap. Et nous avons gardé dans le cadre du réseau périnatal Occitanie les prématurés tardifs ainsi que les circonstances psychosociales qui nuisent au développement normal de l'enfant et peuvent entraîner un trouble neurodéveloppemental. Suivant. Vous avez là, si vous le souhaitez, en flashant toutes les indications en fonction quand il est écrit pathologie néonatale sévère, quel que soit l'âge gestationnel, ben, vous retrouvez toutes les catégories de pathologie. Suivant. Donc, l'idée, c'est d'avoir une approche globale, individualisée, mais aussi précoce, de proposer un parcours de soins adapté, fluide, qui soit territorialement et familialement organisable, culturellement acceptable pour les familles, avec bien évidemment une formation des acteurs, une démarche de qualité identique, quel que soit le lieu de la région, et un travail de proximité avec un travail de proximité par rapport au domicile. Ça sert à favoriser la continuité des soins entre la période anténatale, la néonatologie, les professionnels et toutes les études actuelles qui montrent de façon comparative le développement des prématurés ou des enfants ayant souffert à la période néonatale mettent en évidence que les soins les plus efficaces sont ceux qui sont centrés sur la famille et qu'il est extrêmement important d'avoir cette prise en charge globale, puisqu'on sait que cette vulnérabilité cérébrale, familiale, psychologique va retentir sur le développement psychique et cognitif de l'enfant, ainsi que la perturbation sensorimotrice précoce induite par les soins. Il est bien évident qu'un enfant dans le ventre de sa maman est comme dans un hamac, dans un liquide, et quand on le retrouve simplement. Ensuite,
allongé dans une table de réanimation ou dans un incubateur, il n'a pas du tout la même posture, il n'a pas du tout les mêmes influx sensorimoteurs. Suivant. Le parcours de soins est donc coordonné par un pédiatre référent qui va la première année faire 5 consultations. Alors, ce sont des consultations longues et complexes. Elles sont toutes sur le même modèle, qui est le modèle de développement de neurologie périnatale de Madame Amiel Tison, avec bien évidemment des éléments importants autres sur la sensorialité, sur l'oralité, etc. Le pédiatre va remplir, en plus de cette consultation longue, un cahier de suivi par voie informatique qui va pouvoir être utilisé et vu par ceux qui peuvent accéder au dossier de l'enfant et permettre de comprendre les indications de prise en charge et surtout l'évolution de cet enfant. La deuxième année, il y a 2 consultations à 18 mois et à 24 mois. Puis, il y a une consultation par an jusque normalement 7 ans. C'est le principe des réseaux de suivi des enfants vulnérables. Là, comme l'expérimentation s'arrête au bout de 5 ans, donc dans le cadre de Cocon, c'est 5 ans. La coordination est essentielle au niveau de la prise en charge d'un enfant dans le cadre du parcours Cocon, associant les professionnels libéraux, les institutions, d'où nécessitant un mariage territorial et un réseau connu. Il y a une aide aussi aux rencontres de concertation pluriprofessionnelle qui est portée par le réseau et qui permet, dès que deux prises en charge apparaissent nécessaires pour un enfant, de pouvoir en discuter avec le médecin traitant, avec le médecin référent, puisque le médecin traitant et le médecin référent ne sont pas obligatoirement les mêmes, pour pouvoir trouver les professionnels les plus adaptés aux besoins de cet enfant et surtout aux besoins de cet enfant et de sa famille. Suivant. Si on reprend les principaux TND qu'on connaît bien, donc les troubles de la communication, le TSA à droite, non pas tout de suite, les troubles de la communication, le TSA à droite, les troubles du développement intellectuel, les troubles spécifiques des apprentissages, qui sont dissociés des troubles de la communication, puisque là, il s'agit de l'automatisation de la lecture, de l'écriture ou du calcul. Enfin, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité et tous les troubles de développement moteur praxique ou autre, avec cette notion de trouble transitoire qui nécessite une prise en charge ultra précoce qui peut débuter dès la sortie de néonatologie. Et si on regarde ces principaux TND et l'évolution des enfants, suivant, on voit que pour le trouble de la communication, dans la population générale, c'est 6%. Là, ce sera 14%, d'autant plus quand ils ont une bronchodysplasie pulmonaire, séquelles de la période néonatale et des difficultés respiratoires néonatales. Suivant. Le trouble du spectre de l'autisme est dans la population générale aux alentours de 2%. Pour les enfants dont on parle, c'est 8%. Suivant. Il en est de même pour les troubles du développement intellectuel. Ces enfants atypiques, on est à 3% de la population générale, 3 fois plus pour les bébés vulnérables. Et même chose pour les troubles spécifiques des apprentissages, on passe de 5 à 20%. Même chose pour l'hyperactivité et le trouble de l'attention, 5 à 30%. Et même chose, voire plus, pour les troubles du développement moteur, 5 à 40%. Et vient se surajouter, bien évidemment, les troubles du comportement qui sont extrêmement fréquents chez ces enfants, de l'ordre de 40%. Suivant. Sur le plan sensoriel, donc, l'incidence des déficiences auditives chez les grands prématurés est 20 à 30 fois supérieure à la moyenne. Et concernant les déficiences visuelles, suivant. Concernant les déficiences visuelles, en dehors de la rétinopathie du prématuré, il existe 8 fois plus de risques de souffrir d'une atteinte oculaire, myopie, strabisme. Le rôle de la vision est majeur dans l'élaboration des interactions avec l'environnement. Par exemple, les conséquences d'une anomalie visuelle sur les fonctions motrices peuvent entraîner des retards de plus de 6 mois dans l'appréhension, dans l'acquisition de la marche, dans la coordination manuelle. Plus de 10% des enfants âgés de moins de 5 ans présentent en France une ou plusieurs anomalies de vision. L'existence de cette période critique de développement cérébral, la plasticité cérébrale, et donc du développement visuel, qui se situe dans les premiers mois de vie,
on parle des 1000 premiers jours, plaide en faveur d'une intervention précoce sur les déficits visuels du jeune enfant, tant en termes de dépistage qu'en termes de traitement. Je laisse la parole pour le rappel physiologique. Oui. Bonjour à tous. Du coup, nous avons préféré commencer par la physiologie et l'évolution de la vision et non par les recommandations et les signes d'alerte comme prévu sur le diapo. Voilà. Donc, la physiologie de l'œil. La fonction visuelle est un système complexe qui est composé des globes oculaires, des voies visuelles et du cerveau. L'œil est l'organe principal du système visuel qui capte les images et les transforme en signal électrique vers le nerf optique. Le signal est ensuite traduit par le cerveau au niveau du cortex visuel qui nous renvoie l'image traitée et permet ainsi l'interprétation de notre environnement. Suivant. Donc, le cerveau commande la motilité des yeux par la contraction des muscles qui sont rattachés au globe oculaire. Suivant. Euh, Maintenant, l'évolution de la structure de l'œil. Je vais la présenter. Juste petit rappel, quand je vais parler des âges, on parle bien entendu pour les prématurés de l'âge corrigé. Donc, à la naissance, hein, la rétine maculaire est immature. La vision est assurée par des voies qui sont sous-corticales. Et il y a eu l'apparition des processus corticaux qui surviennent à partir de 2-3 mois. Entre 6-8 mois et jusqu'à 2 ans, le corps genouillé latéral est mature et il y a une myélinisation des cellules ganglionnaires. À 2 ans, la surface totale de la rétine atteint son maximum et entre 3 et 4 ans, on a une structure maculaire qui est adulte. Suivant. Maintenant, plus particulièrement l'évolution de la vision de l'enfant. À la naissance, l'enfant réagit à un objet ou un visage qui est situé à 20-30 cm de ses yeux. Il cligne des yeux en réponse à une lumière vive. Le champ visuel est encore petit avec peu de capacité de fixation. Donc, il y a une vision qui est floue, en noir et blanc, avec une acuité visuelle à 1/20. De 0 à 6 mois, l'acuité visuelle passe de 1/20 à 2/10 vers 6 mois. Après 3 mois, on a des mouvements de poursuite oculaire. Il y a un début de la vision des couleurs avec d'abord le rouge puis le vert. Début de coordination des mouvements oculaires et une convergence normale et un début de vision stéréoscopique. Vers 9 mois, on a une acuité visuelle de 3/10, une vision de toutes les couleurs et une évolution de la taille du champ visuel. Suivant. Puis, entre 9 et 12 mois, la vision binoculaire sera acquise. L'acuité visuelle sera de 3/10 avec une amélioration de la coordination œil-main. De 2 à 3 ans, l'acuité passe de 6 à 7/10. La fixation est droit devant avec la perception d'un stimulus dans un champ visuel périphérique sur un plus grand angle. Et entre 4 et 6 ans, l'acuité visuelle sera optimale à 10/10 avec une vision et une motricité qui seront bien coordonnées. Voilà. Bonjour, donc moi je vais vous parler des recommandations HAS, AFSOP, SFO et les signes d'alerte concernant le trouble de la fonction visuelle. L'état des lieux a été fait en 2019 par l'AFSOP et il a été établi que dans la population générale, 15% des enfants présentent un trouble visuel survenant avant l'âge de 6 ans. Parmi eux, 70% sont liés à un trouble réfractif, 30% liés à un strabisme, 1% liés à une pathologie oculaire potentiellement cécitante. Le risque, c'est l'amblyopie, c'est-à-dire la perte définitive d'un œil si diagnostiqué tardivement, soit précisant, mais accessible à un traitement efficace et ou préventif si le diagnostic est précoce. On sait qu'une amblyopie non traitée peut être à l'origine d'atteintes plus générales sur le développement de l'enfant, ses apprentissages, sa scolarité, d'autant que dans 75% des cas, les troubles visuels sont asymptomatiques et l'enfant ne se plaint pas. D'où l'importance du dépistage précoce qui permettra une analyse de l'aspect sensorimoteur de la fonction visuelle. Suivante. Dans la population d'enfants qui nous intéresse, un repérage doit être fait en fonction des facteurs de risque et signes d'appel bien identifiés. Un bilan orthoptique fonctionnel doit venir compléter le dépistage.
il va permettre la mise en évidence des fragilités pouvant être à l'origine de troubles du neurodéveloppement plus tard. L'objectif étant de favoriser une action précoce durant la période de plasticité cérébrale qui permettra et facilitera la mise en place de stratégies de compensation. En résumé, il va être important de repérer les facteurs de risque, de sensibiliser aux signes d'appel et de permettre un diagnostic précoce de pathologie organique. Suivante. Quels sont les acteurs de ce dépistage? Donc, tout d'abord, le pédiatre, le médecin généraliste et la PMI. Ils en sont le chef d'orchestre. Ils orientent en temps et en heure en fonction des facteurs de risque. Ils dépistent et alertent en cas de critères d'urgence. Ensuite, l'orthoptiste, il a un rôle central. Il dépiste, analyse et traite les troubles de la fonction visuelle d'origine motrice, sensorielle et fonctionnelle. Il réalise un diagnostic orthoptique qui complète le diagnostic médical, mais surtout, il a une meilleure accessibilité et répartition sur le territoire que l'ophtalmologiste. Enfin, l'ophtalmologiste pose le diagnostic et prend la décision thérapeutique. Il pourra réaliser une réfraction sous cycloplégique et fond d'œil dès qu'il existe une pathologie, un facteur de risque ou un dépistage positif. Diapo suivante. Quels sont ces facteurs de risque? Ils sont de deux types. À risque de pathologie organique, les grands prématurés et ou les petits poids de naissance, les craniosténoses syndromiques, les infections congénitales, les antécédents familiaux de pathologies oculaires. Dans ce cas-là, un examen ophtalmologique doit être réalisé dans le premier mois de vie. Les facteurs à risque fonctionnel, les prématurés et ou les petits poids de naissance, les antécédents familiaux au premier degré de troubles visuels ou de troubles du neurodéveloppement, une exposition prénatale à une substance psychoactive, une malformation cérébrale, etc., etc. Dans ce cas-là, un examen ophtalmologique avec schiascopie sous cycloplégie plus fond d'œil devra être réalisé entre 12 et 15 mois. Alors, les signes d'alerte ont été établis en fonction de l'âge. Je vais vous en citer quelques-uns en fonction des tranches d'âge. Donc, c'est par exemple entre 0 et 4 mois, un enfant avec une poursuite oculaire médiocre, un strabisme permanent, un enfant qui appuie sur ses yeux, un enfant qui présente peu d'intérêt aux stimuli avec une errance du regard, une absence de strabisme. Suivante. Entre 4 et 8 mois, on retrouve le strabisme permanent ou intermittent, une absence de préhension de l'objet au contact. Diapo suivante. Entre 8 et 9 mois, c'est par exemple l'absence de tenue assise sans soutien, une absence de babillage, une préhension maladroite des objets. Suivante. À 12 mois, il n'y a pas de recherche de l'objet caché, il n'y a pas de geste social. Au revoir, bravo, il n'y a pas de pointage. Et il y a une pauvreté des interactions. À 20 mois, c'est par exemple un enfant qui ne marche pas de façon autonome, qui ne prononce pas de mots. Suivante. À 24 mois, c'est par exemple un enfant qui se cogne, qui tombe souvent, qui plisse les yeux, ferme souvent un œil et il n'y a pas de jeu d'imitation. Merci. Bonjour, nous allons parler maintenant du rôle central de l'orthoptiste dans le dépistage visuel et la prévention des troubles du neurodéveloppement chez les enfants vulnérables. La prise en soin orthoptique permet l'analyse et l'exploration des capacités ou troubles fonctionnels de la vision au moyen de dépistage et de prévention dès le plus jeune âge, pouvant conduire sur une prise en charge donc rééducative, réadaptative et la mise en place d'une compensation. Donc, le travail coordonné est indispensable sur plusieurs tableaux. Donc, en binôme avec l'ophtalmologiste, en coopération avec les différents médecins, les autres professionnels de santé, les enseignants, les opticiens, les éducateurs, etc. La recherche de l'adhésion du patient et de son entourage est primordiale. Tout ceci en gardant à l'esprit de mettre en place un projet de soins pluridisciplinaire. Alors, quelques notions importantes. La vision de l'enfant n'est pas mature à la naissance, elle se développe progressivement jusqu'à l'âge de 10 ans environ. Une mauvaise vision peut passer inaperçue.
Et en parallèle, plus la prise de soins est précoce, plus elle est efficace et elle est même optimale si elle est entreprise avant l'âge de 3 ans. Dans le cas des affections qui ont une période de latence importante, une évaluation précoce avec des contrôles à intervalles réguliers sont essentiels afin de détecter le plus tôt possible la survenue d'une pathologie, en minimiser les conséquences et éviter une perte permanente de la vision. Le bilan et la prévention de la fonction visuelle chez les enfants à risque. Donc, l'orthoptiste a toutes les qualifications pour réaliser un bilan complet sur prescription médicale dès le plus jeune âge chez ces enfants, pour les guider dans les meilleurs délais vers une consultation ophtalmologique pédiatrique afin qu'un diagnostic soit posé et qu'un schéma thérapeutique soit proposé, pour une surveillance avec différentes explorations et stimulations entre deux consultations selon l'âge et la pathologie du patient. L'orthoptiste a donc un rôle dans la prévention, l'analyse, le diagnostic et le traitement des troubles des différents aspects de la fonction visuelle, pouvant induire entre autres à de futures difficultés dans les apprentissages. Ainsi, toute fragilisation et retard de maturation de la fonction visuelle chez les enfants vulnérables pourrait être source de troubles neurovisuels et ou neurodéveloppementaux. L'orthoptiste, en tant que professionnel de santé, a un rôle essentiel à jouer au sein du parcours COCON, entre autres grâce à son expérience en pédiatrie, ses formations régulières sur le sujet et l'utilisation de matériel optimal pour le bilan et la prise en soin chez les tout-petits. L'orthoptiste adhère au réseau de périnatalité Occitanie COCON via son CV. Il a accès à l'utilisation de l'outil SPICO avec un langage commun afin de favoriser un dialogue interpluriprofessionnel. L'orthoptiste a un rôle prépondérant dans le suivi de l'évolution des éléments sensorimoteurs et fonctionnels de la vision. Ainsi, tout au long de la prise en soin, l'orthoptiste a pour rôle de faire accepter les traitements, de donner des conseils, de renouveler et adapter le cas échéant les corrections optiques sous certaines conditions, de transmettre des informations aux différents intervenants autour du patient. Les objectifs de la prise en soin orthoptique précoce sont de favoriser le développement optimal de la vision et la mise en place des praxis visuelles, de mettre en place des suppléances et des compensations si nécessaire, et de donner confiance au patient dans l'utilisation de sa fonction visuelle. La vision a une grande importance dans le développement harmonieux de l'enfant. Elle fait partie du socle du développement global. Il faut repérer au plus tôt ce qui va l'entraver. Bonjour, nous allons maintenant vous présenter les bilans et prises en soins orthoptiques possibles dès le plus jeune âge. Suivante. Tout d'abord, nous voulions faire un rappel sur l'impact de la vision. 80% des informations passent par le visuel. La vision a des conséquences sur le développement de l'enfant et ce, à différents niveaux. D'abord, elle permet de favoriser la mise en place de liens affectifs lors des échanges visuels entre la maman et l'enfant, ce qui est le début des interactions sociales. L'œil est un double capteur postural et aura ainsi un impact sur l'équilibre ou la marche de l'enfant. Une bonne perception spatiale permet à l'enfant de comprendre sa relation avec ce qui l'entoure et l'aide à penser en 2 ou 3 dimensions. L'imitation est une forme de communication précoce qui laissera la place au langage. Elle apparaît quelques semaines après la naissance et l'adulte en est l'initiateur. Enfin, lorsqu'un enfant joue avec des pièces à assembler, il doit autant maîtriser les gestes que la vision. Et il aura besoin de les coordonner pour arriver à ses fins. C'est la coordination oculo-manuelle et il en aura besoin plus tard pour apprendre à écrire. Donc après s'être inquiété des antécédents familiaux et généraux, attention à l'âge corrigé chez l'enfant prématuré, je répète, et en étant attentif aux signes d'alerte et d'appel lors de l'interrogatoire, l'orthoptiste réalise un bilan en 3 actes. 3 axes. Premier axe, l'axe sensoriel, la capacité de l'enfant à voir. Deuxième axe, l'axe optomoteur et oculomoteur, la capacité de l'enfant à mobiliser ses yeux pour regarder. Et troisième axe, l'axe fonctionnel, ce sont les capacités de l'enfant à utiliser, voir et regarder pour comprendre son environnement.
Je vais maintenant détailler chacun des trois axes. Selon la plainte et selon l'âge, certains items ne seront pas toujours réalisés. Tout d'abord, donc l'axe voir. L'orthoptiste va tester l'acuité visuelle en binoculaire puis en monoculaire grâce à différentes échelles d'acuité visuelle adaptées en fonction de l'âge de l'enfant. Ça va nous permettre de savoir si l'enfant parvient à discriminer. L'orthoptiste va tester la vision du contraste. Il va tester la réfraction grâce au photoscreener afin de détecter tout défaut optique. Il va rechercher les troubles accommodatifs. Il va étudier la qualité de la vision binoculaire en étudiant le réflexe de fusion, les capacités fusionnelles, afin de nous permettre de conclure à une ébauche de construction binoculaire ou non. Ensuite, il va tester la vision des reliefs, vision stéréoscopique, la vision des couleurs et le champ visuel qui peut être testé par attraction avant 3-4 ans. Au niveau de l'axe optomoteur et oculomoteur, l'orthoptiste va rechercher un strabisme. Il va rechercher l'œil directeur et ou fixateur afin de savoir quel côté sera privilégié par l'enfant. Il va étudier la motilité oculaire. Est-ce qu'elle est équilibrée ou non? Est-ce que l'enfant parvient à regarder dans toutes les directions? Il va étudier la motricité conjuguée, donc la poursuite oculaire, les saccades oculaires, l'évergencement entrée, la coordination avec tête, les réflexes vestibulo-oculaires. Il va pouvoir aussi tester le réflexe de convergence et le réflexe photomoteur. Et enfin, troisième axe, merci. L'axe fonctionnel comprendre. En fait, l'orthoptiste teste l'impact de la vision, sur le plan fonctionnel. Donc, il va tester la capacité visuomotrice, impact de la vision dans le geste graphique. Il va tester l'apraxie visio-constructive. Est-ce que l'enfant est capable d'analyser l'environnement et de se repérer dans l'espace en 2D ou en 3D? Il va tester la capacité visio-perceptive. Est-ce que l'enfant est capable de reconnaître les objets? Et la praxie visio-spatiale, est-ce qu'il est capable de s'orienter dans l'espace? Et dernièrement, il va pouvoir aussi tester la communication visuelle. Je laisse la parole à Clémence. Donc, il existe deux types de troubles neurovisuels. Donc, il y a le premier, c'est 90% qui est lié à un trouble de l'oculomotricité. Donc là, on va avoir un trouble de la saisie visuelle, de l'exploration visuelle ou tout ce qui va être troubles visuospatiaux. Et on a 3 à 6% qui sont liés à une anomalie du traitement cérébral de l'image qui est renvoyée par la rétine. Donc, les troubles neurovisuels, ils font partie du trouble du neurodéveloppement. On sait que la prématurité, elle augmente le risque d'apparition d'un trouble du neurodéveloppement. Les conséquences neurovisuelles de la prématurité, elles sont clairement sous-estimées chez ces petits-là. Et les orthoptistes sont évidemment essentiels pour l'analyse et l'exploration des capacités des troubles fonctionnels de la vision. Le bilan orthoptique à 9 mois, il va se baser sur les signes d'alerte et les facteurs de risque. Donc à 9 mois, on va étudier tout ce qui va être oculomotricité, la réfraction, fixation, savoir si les deux yeux voient la même chose, la coordination humaine et la communication visuelle. S'il y a un trouble à ce niveau-là, on peut avoir un manque d'intérêt à l'entourage, un retard dans le développement moteur de l'enfant, peu d'exploration visuelle des objets et peu d'imitation. Mais il faut savoir que ces conséquences-là, ça peut aussi être des signes d'appel pour vous, les médecins, pour pouvoir nous les adresser et voir si ce n'est pas un problème visuel qui pourrait avoir pour cause de ces conséquences-là. Le bilan à 2-3 ans, on a toujours la même base sur le bilan, mais on va pouvoir évaluer les capacités fusionnelles, qui sont la capacité à voir simple et net. Donc là, en conséquence, on peut avoir toujours un retard de développement moteur ou un enfant qui n'interagit pas avec ses pairs, mais on va avoir aussi un enfant qui va se rapprocher pour dessiner ou pour regarder ses livres, un trouble de la motricité fine, des difficultés d'attention conjointe ou un retard de développement du langage. À 4-5 ans, toujours la même base de bilan, mais cette fois-ci, on va faire une exploration neurovisuelle pour évaluer les difficultés à rentrer dans les apprentissages, des difficultés attentionnelles globales, ou avoir des enfants qui vont se plaindre de maux de tête, de vision floue, voire de vision double, ou avoir des enfants qui ont des difficultés à se repérer dans leur environnement.
la prise en charge de l'enfant chez l'orthoptiste. Si on trouve un défaut, enfin une anomalie au bilan orthoptique, on va demander une consultation ophtalmo dans beaucoup de cas, pas toujours, mais on va dire assez souvent. On va surtout pouvoir faire un contrôle régulier pour pouvoir accompagner les familles, être à l'écoute des parents, soit une fois par mois ou un peu plus souvent si la famille a besoin d'être accompagnée par rapport au traitement. Donc, on sait qu'il y a des enfants qui ont des difficultés à porter les lunettes ou le cache, par exemple. C'est pas toujours très bien accepté par les enfants. On va se mettre en lien avec les autres professionnels pour pouvoir adapter notre prise en charge et pouvoir aussi les aider en adaptant leur prise en charge et les conseiller. L'orthoptiste, elle n'est pas toujours là pour éliminer le trouble, mais parfois on a juste besoin de minimiser le trouble pour éviter l'apparition de troubles d'apprentissage. Et surtout, on est là pour consolider les acquis, surtout en cas d'amblyopie, où l'idée, bah, c'est de ne pas avoir de perte d'acuité visuelle et de consolider le 10 sur 10 ou au moins la meilleure acuité visuelle possible. Donc là, on va mettre en place des compensations comme des lunettes ou des suppléances. S'il n'y a rien au bilan orthoptique, évidemment, on revoit les enfants aux âges clés. Donc les âges clés, c'est 9 mois, 3 ans et 5-6 ans. Alors, donc, nous allons vous présenter l'évolution visuelle d'une petite fille que nous avons pris en charge à l'âge de 7 mois à l'Institut des jeunes aveugles dans le service du SAFEP, qui est le service d'accompagnement familial et précoce. Et les interventions se feront sur le lieu de vie de l'enfant. Diapo suivante. Donc, le contexte, c'est une petite fille dont un diagnostic est fait anténatalement à 4 mois de vie in utero, d'une dysplasie septo-optique, dont les signes visuels attendus va être une diminution de l'acuité visuelle, un nystagmus, un strabisme, mais aussi on peut avoir des dysfonctionnements endocriniens et possibilité de convulsions. C'est une petite fille qui à la naissance donc ne bouge pas et surtout qui n'a pas de réaction de défense, ce qui alerte énormément les parents, puisque cette petite fille a une mouche qui se pose sur son œil et elle n'a pas le clignement de défense lorsque la mouche se pose sur cet œil. Diapo suivante. Donc, à 7 mois de vie, nous allons commencer notre observation suite à une consultation en ophtalmologie à 4 mois de vie en service libéral. Et la déficience visuelle est posée et le médecin donc l'oriente vers l'Institut des jeunes aveugles. La première intention va être d'observer les possibilités visuelles de cet enfant en sachant qu'elle est déjà prise en charge en libéral par un kiné, puisqu'il y a une plagiocéphalie qui est déjà présente et ainsi qu'une hypotonie générale. Ça va nous permettre aussi de nous mettre, nous, en relation avec le kiné et coordonner nos soins pluridisciplinaires aussi avec la personne qui la suit en libéral. Diapo suivante. Lors de la première observation, donc les tests orthoptiques usuels ne peuvent pas être faits, pas de bébé vision, pas de photoscreener possible. Donc, ça va être d'observer son comportement visuel. Cette petite fille va avoir un comportement visuel qui va être possible uniquement lorsqu'elle va être allongée sur le dos, donc sans contrainte posturale, mais aussi on va essayer de déterminer quels sont les contextes de possibilité d'utilisation de sa vision, avec ou pas adaptation d'un éclairage particulier. Donc en lumière ambiante, c'est une petite fille qui tourne sa tête que du côté gauche. Elle a un enfermement du regard sur toutes les sources lumineuses naturelles ou artificielles. Donc, elle oriente toujours son regard vers ces sources lumineuses. On a un plafonnement du regard, pas du tout d'orientation ciblée. Il n'y a pas non plus d'ancrage visuel possible et suffisant pour permettre donc un regard communication avec papa ou maman. Et l'orientation donc du regard ne sera possible, mais qu'on s'appelle beaucoup plus difficilement que dans l'espace visuel droit. Lorsque l'on va adapter l'éclairage, on aura beaucoup plus de réponses
Et un réflexe photomoteur qui, alors qu'il n'était pas présent en lumière ambiante, sera observé à une distance de 5 cm dans une lumière donc, qui sera plutôt mésopique, donc atténuée. On va aussi pouvoir noter quels vont être les sens qui sont déjà utilisés par cet enfant pour pouvoir par la suite essayer d'avoir une cohérence intermodale. Et chez elle, c'était notamment les forts bruits qui attiraient son attention. Il y avait aussi l'effleurement donc de la peau qui, pour moi, va me permettre de dire qu'on va pouvoir utiliser cet effleurement pour pouvoir orienter le regard et permettre à l'enfant de connaître mieux son corps. L'intérêt donc visuel, on l'observe aussi sur des objets de couleur vive, des objets qui vont être photo-éclairés et qui font du bruit avec ou sans bruit. Donc, diapo suivante. Les premiers conseils vont être donnés à la famille, à savoir à adapter l'environnement lumineux, donc diminuer la lumière ambiante de la pièce de vie où tout le monde en fait font leurs activités, se mettre à une distance rapprochée de 10 cm, se positionner face à elle et se servir donc du son, de lui parler donc énormément tout en stimulant, en la regardant pour attirer son regard. La famille prend tous ces conseils en compte et notamment lors du change se rapproche, ont mis un éclairage au niveau donc du visage de la maman pour que la petite soit beaucoup plus attirée par le visage de maman et les premiers échanges visuels se font. Diapo suivante. Alors là, vous allez avoir donc une vidéo qu'on va vous montrer. Il y a plusieurs séances qui ont été réalisées. La distance de visualisation n'est plus à 10 cm. Et je me sers justement de ce regard communication pour travailler donc l'orientation du regard de manière volontaire. On sait qu'il y a une accroche sur le visage. On va donc parler à l'enfant, bouger lentement notre propre visage pour essayer donc non seulement d'orienter le regard, mais aussi entraîner une orientation de la tête de l'enfant qui avait beaucoup de mal à aller tant du côté droit que du côté gauche. Diapo suivante. Donc les premiers axes, diapo suivante. Les premiers axes donc de stimulation, ça va permettre donc d'essayer d'avoir un ancrage visuel beaucoup plus fiable dans le droit devant, de pouvoir mobiliser donc le regard sur une cible visuelle de manière intentionnelle et on fera varier la grosseur de ces cibles pour avoir une qualité visuelle de plus en plus précise. Un travail donc sur le regard de communication que l'on va d'abord travailler en distance rapprochée et petit à petit éloigner cette distance de visualisation, obtenir donc un mouvement d'œil-tête qui sera d'abord tête-œil au départ et ensuite œil-tête. Donner aussi à l'enfant l'envie de toucher et utiliser sa vision dans le développement psychomoteur global. Diapo suivante. Allez. Donc, sur cette vidéo, on va se servir de la rétine périphérique grâce donc, au panneau à damier et on va présenter en centrale une balle photo éclairée et essayer non seulement de travailler l'orientation du regard, mais donner l'envie à l'enfant d'attraper les choses. Là, il y avait une contrainte posturale, cela devenait trop compliqué, donc on a demandé à la maman de ramener la petite contre elle pour diminuer cette contrainte posturale. C'est bon. On parle, on fait du bruit, on éclaire, et voilà, et on a la première intention visuelle et motrice qui sont coordonnées. Et je regarde ce que... Et elle commence à observer et on attire encore plus son attention par son intérêt justement visuel à la lumière. Allez, on y va. Et pareil, dans l'autre sens. Allez, viens là. Viens là, je sais que tu aimes parler de ce côté. Allez. On parle beaucoup, en effet, toujours on stimule par le bruit qui est donc sa première sensorialité qui est la plus utilisée. À cet âge-là, elle n'a pas encore possibilité de porter de lunettes.
Elle ne l'aura que vers l'âge de 1 an. Voilà, diapo suivante. Donc là, on va travailler la notion donc, de connaissance de son propre corps. On va se servir toujours de l'attrait de la vision, des éléments que l'on met au niveau de ses chevilles, donc toujours l'élément proprioceptif, l'élément visuel, le toucher, et aussi la première couleur qui est vue, qui va être le rouge. J'essaie désespérément par la suite de lui faire voir l'élément jaune, mais elle n'en est pas encore là au niveau de son développement visuel. Elle est toujours sur l'élément rouge, qu'il soit éclairé ou non. On le refait? On le refait, tiens. Regarde là. Donc ça va permettre par la suite aussi de travailler avec la psychomotricienne sur la notion d'enroulement du dos de cette petite, qui va être essentielle pour justement qu'elle attrape ses pieds et qu'elle s'intéresse à son Oui, là, corps. on dirige bien à droite. À droite en bas, ça marche. Ouais, génial. Ouais. Allez, on va aller de l'autre côté. Ah, j'ai beau insister, elle n'y va pas hein, de l'autre côté. Hein. Elle n'est pas encore là. Je vais l'enlever maintenant et on va aller de l'autre côté. Voilà. Diapo suivante. Donc, la Pia a bientôt 1 an. Et là, c'est une séance que l'on fait conjointement avec la psychomotricienne et sur ce que l'on appelle le trotz-lapel. On va travailler sur la notion de se tenir sur ses genoux et maintenir donc le tonus postural bien axial, bien droit, avec un ancrage visuel. L'ancrage visuel permet de maintenir ce tonus de manière beaucoup plus prolongée. Alors, Pia, en plus, parle vraiment très, très bien. Elle met du sens à ce qu'elle voit. Allez, ma puce, tu tournes encore la page? Tu fais le cheval sur les genoux de papa et maman, c'est ça? Quand on enlève cet ancrage visuel, on a un effondrement de ce tonus postural qui apparaît. On va toucher là-haut? Donc, on est maintenant avec une tonicité des membres supérieurs qui est beaucoup plus accrue que celle des membres inférieurs, mais qui respecte finalement le développement aussi psychomoteur de l'enfant. Allez, on la tourne. Qu'est-ce qu'on a après? Vas-y. Ouais, super. Tout doux. C'est tout doux, voilà. La notion aussi de texture qui est importante. Hein. Ah, c'est bien, elle a mis toute la même. Il est sympa, hein, ce mouton. Oh, le beau miroir, mais que vois-je dans ce miroir? Oh, mais dis donc, tu t'es Et l'intérêt de prendre, voilà, de s'intéresser aussi à son propre visage. Diapo suivante. Voilà, alors ici sur cette diapositive, on voulait vous montrer un petit peu les retards d'acquisition que peuvent avoir les enfants déficients visuels, donc qu'ils soient aveugles ou malvoyants. Donc là, on parle beaucoup de la posture, de la marche et tout ça, mais on peut aussi avoir des retards, notamment dans l'alimentation, avec la mastication et aussi après dans les jeux et les interactions sociales. Et donc actuellement, on réalise un travail de dépistage visuel dans les crèches municipales de Toulouse. Donc, c'est un partenariat entre l'ASEI, l'IGIA et le service de prévention santé et inclusion, CEPSI, de la mairie de Toulouse. Et donc, tout ceci a pour objectif de pouvoir déceler les anomalies de la fonction visuelle le plus tôt possible chez les enfants et de proposer une prise en soin qui soit précoce afin de rattraper, quand c'est possible, ces retards d'acquisition ou du moins de les diminuer pour qu'il y ait le moins de répercussions possible sur le développement global de ces enfants. Et donc, on réalise différents tests et pas seulement la mesure au photoscreener, comme vous avez pu le voir avec nos collègues juste avant. Voilà. Bonjour à tous. Alors, en ce qui me concerne, j'ai choisi de vous exposer un cas clinique d'une petite qui nous a d'ailleurs servi lors du DU proposé par le réseau de périnatalité.
de manière effectivement à pouvoir vous présenter un cas chronologiquement et dans un contexte pluridisciplinaire, puisque je rappelle qu'effectivement, on n'est pas seul dans notre coin, que les enjeux sensoriels sont énormes en ce qui concerne l'évolution de l'enfant entre la naissance et 2 ans. Et effectivement, c'est intéressant de voir un petit peu les moments clés en ce qui concerne la prise en charge au niveau visuel. Donc effectivement, on va vous présenter un petit peu le cas de la petite V, donc avec un contexte difficile, avec une naissance donc en avril 2019 à 25 semaines d'aménorrhée et les conséquences que l'on peut imaginer. On va passer. Diapo suivante. Donc avec des complications induites qui sont importantes et des atteintes notables qui vont affecter aussi bien l'audition, la vision, la motricité, etc., etc. Diapo suivante. Donc effectivement, cette petite nous a occupé très précocement avec effectivement un gros point d'interrogation en ce qui concerne la situation ophtalmologique et le risque de rétinopathie du prématuré. Suivant. Notre sujet d'étude a rassemblé médecins, kinés, psychomotes. On était effectivement un groupe assez large de professionnels de santé et il y a eu, en plus du suivi au sein du réseau de périnatalité, des prises en charge en libéral, en parallèle effectivement de la PMI et du CAMS. On passe. Donc, très tôt, cette petite donc, a été suivie en néonatologie et entre le 19 avril et le 24 juillet, il y a évidemment eu un suivi ophtalmo pour suivre un petit peu l'évolution au niveau de la rétine et effectivement avait été mis en évidence une rétinopathie du prématuré qui progressivement avait pu s'améliorer avec effectivement un état anatomique et physiologique plutôt rassurant à l'âge de 9 mois. Suivant. Néanmoins, un suivi est indispensable et la première consultation ophtalmologique en novembre 2019 avait effectivement permis d'observer un état plus ou moins rassurant avec un fond d'œil normal, pas de strabisme et par contre effectivement au niveau réfractif une hypermétropie forte que l'on retrouve classiquement chez les petits enfants et a priori, a fortiori pardon, sur les prématurés. Suivant. Des questions ont commencé à émerger, effectivement, sur la tonicité, sur la capacité à mobiliser le regard, sur la communication. On a commencé à inclure la question visuelle dans une approche pluridisciplinaire, notamment avec la psychomotricienne et la kiné. Suivant. En parallèle de ça, la petite était donc toujours suivie au CAMS, au 6e mois de vie, l'âge corrigé. Et effectivement, on avait des difficultés par rapport à l'organisation de la prise en charge, avec effectivement des questions, notamment en lien avec la kiné, qui commençait effectivement à avoir des difficultés à réaliser ces séances de rééducation et s'est posé la question de est-ce qu'il y aurait un intérêt au niveau visuel de proposer des adaptations, des suggestions pour faciliter les prises en charge. Suivant. Février 2020, aura lieu la première consultation, enfin la deuxième consultation ophtalmo-orthoptiste qui vise effectivement à s'assurer de l'état réfractif et moteur. Suivant. Donc sur cette vidéo, vous allez retrouver le déroulé de la consultation ophtalmo. Donc là, effectivement, c'était en libéral, où effectivement, vous avez l'orthoptiste qui réalise le premier dépistage réfractif,
qui va évaluer la motilité, la fixation, la poursuite visuelle, la sensibilité visuelle au bébé vision, qui va également s'assurer qu'il n'y a pas d'atteinte du champ de vision, qui va évaluer tout un tas de paramètres moteurs, suivi effectivement de la consultation d'ophtalmopédia avec effectivement la réfraction, le fond de l'œil, la détermination réfractive. Et en ce qui concerne notre petite, ben, il est sorti qu'elle effectivement elle avait une hypermétropie importante à corriger, l'absence de strabisme et l'absence d'atteinte sensorielle et motrice grave. Donc effectivement, on sort de la consultation ophtalmo avec un diagnostic de port de lunettes permanent et l'absence, a priori, d'atteinte grave. On peut passer. Cela étant, il restait la question du développement au niveau perceptif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'une acuité visuelle et de l'absence de strabisme. Cette petite avait des difficultés d'attention, de fixation, beaucoup d'agitation. Et on s'est dit qu'effectivement, il serait intéressant de mettre en place une consultation conjointe psychomote-orthoptiste et kiné-orthoptiste, de manière à répondre à des problématiques sur la sensorialité, la motricité, l'orientation du regard, les propositions pour essayer de maximiser son attention. Également, en ce qui concerne la kiné, comment effectivement arriver à maximiser ses capacités de fixation, essayer d'aménager son environnement visuel et donc faciliter les rééducations et les interventions de ces autres professionnels. Donc là, on a décidé, j'ai décidé de vous montrer un petit peu l'illustration d'une consultation conjointe avec la kiné et l'orthoptiste, de manière à poser des bases, effectivement, d'optimisation de cette consultation et d'arriver effectivement à aider la kiné à faire son travail. Donc là, effectivement, sur la vidéo, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit une petite qui est relativement agitée, qui a du mal à rester dans les bras de sa mère de manière posée, qui va essayer effectivement de la refiler à la kiné. Et donc l'idée, c'était comment est-ce qu'on peut aménager l'environnement pour permettre à l'enfant de se regrouper, d'avoir une meilleure fixation. Donc, comme ma collègue, on a misé sur le paravent, sur le fait d'épurer l'environnement visuel et de lui donner des outils, comme par exemple les bulles, qui vont permettre effectivement de générer une fixation, un suivi du regard. La bulle, c'est chouette, c'est brillant, ça bouge lentement, de manière à essayer d'avoir un comportement et une attitude visuelle qui puissent permettre un travail. Et là, on voit qu'effectivement, là, la petite, de suite, elle est calme, elle est posée, elle a une posture qui facilite la prise en charge de la kiné. Alors là, on voit qu'effectivement, on essayait de faire apparaître des cubes de couleurs de manière à ce qu'elle puisse les identifier, les fixer, les prendre, les poser dans la boîte. Et on voit que là, la kiné arrive en fait à faire sa séance. On voit que la petite, elle est tout à fait disponible pour cette activité-là. Et en lien étroit avec effectivement son attention visuelle et son environnement visuel. Donc la prise en charge orthoptique ne doit pas se limiter au dépistage. Les orthoptistes ont une expertise à apporter dans le développement de l'enfant, mais aussi en termes d'évaluation et de recommandations à donner aux autres professionnels. Je vais passer sur le suivi de l'enfant. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, la prise en charge pluridisciplinaire a un réel intérêt, qu'elle est possible en libéral,
Chez cette petite, elle a permis une bonne évolution motrice, une bonne adhésion de la maman à toutes les rééducations, puisqu'effectivement, l'orthoptiste fait aussi de l'observance, il y a une guidance. Est-ce que les lunettes sont bien utilisées? Est-ce que l'environnement et les recommandations que l'on formule sont bien appliquées? Ça avait permis effectivement d'améliorer la pratique globale du groupe, d'informer les autres professionnels sur nos prérogatives et également nos propres limites. On peut passer. On vous avait un petit peu mis les rappels de la HAS sur les signes d'alerte des troubles du neurodéveloppement, dans lesquels effectivement on retrouve bah, évidemment des signes visuels qui vont vous être de toute manière présentés suivant. La suite. Et effectivement, ici, vous retrouvez donc l'organigramme de l'époque avec bah, des interactions fortes entre tous les professionnels, ophtalmo, orthoptistes, kinés, psychomotes. Et je préciserai que bah, l'évaluation et la rééducation de la fonction visuelle, même à des âges précoces, est également fondamentale dans l'installation de la communication. Puisque sur cet organigramme, il manque effectivement l'orthophoniste qui n'apparaît pas en gras. Mais cette petite avait également un déficit sensoriel au niveau auditif, qui en plus surajouté à ses problèmes d'attention. Et aujourd'hui, effectivement, cette petite est toujours prise en charge en ce qui concerne son développement et notamment ses apprentissages. Merci. Le webinaire est fini. Je crois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. On va du coup mettre fin au diaporama et à ce webinaire. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous en avez qui viennent après coup et on transmettra bien sûr au groupe de travail des orthoptistes. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Merci au groupe des orthoptistes pour ce webinaire très, très riche, très enrichissant. Et écoutez, on reste à votre disposition à tous si vous avez d'éventuelles questions. Merci beaucoup. Au revoir.